Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cet espace dédié à la femme à l'occasion de ce mois de mars. Nous allons parler pour cette semaine, développer un sujet très délicat, la prise en charge de femmes enceintes et du service néonatologie. Sans plus tarder, le centre qu'on a ciblé pour vous, c'est le centre médical Diamant avec le docteur Kazadi, pédiatre de maternité. A tout de suite. Bonjour docteur Kadima. Bonjour madame. Aujourd'hui, on a choisi le centre Diamant pour qu'on essaie un peu de parler sur la prise en charge des femmes enceintes et aussi parler de votre service néonatologie. C'est un peu rare, le nom, je ne sais pas si c'est du nouveau à Kinshasa. Vous allez essayer de nous parler des noms et à large les avantages de ces services-là. Alors pour commencer, essayez un peu de nous parler de vous. Le docteur, si vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Ok, merci madame, je m'appelle docteur Bertin Kadima. Je suis médecin, marié, j'ai fait mes études ici d'abord au Congo, j'ai fait la médecine générale. Et puis j'ai fait la spécialisation en pédiatrie et je suis allé compléter ma formation à l'étranger où j'ai fait un diplôme universitaire en pédiatrie et maternité à l'université de Versailles et j'ai fait un deuxième diplôme de pédiatrie, un deuxième diplôme universitaire toujours en France en Créteil et cette fois-là j'ai fait la drépanocytose. Et donc ici au centre médical Diamant, je supervise les services de pédiatrie, donc je suis ici comme le chef de la pédiatrie. Ok, un parcours brillant, s'il faut dire ça. Alors, pour commencer notre mission, encore notre interview, là tout à l'heure, quand vous essayez un peu de faire la présentation, vous avez parlé de la pédiatrie et la pédiatrie de maternité. Parce que nous parlons en fait de la prise en charge de la femme. Donc on voit déjà la pédiatrie de maternité. Essayez un peu de nous parler sur quoi en fait la pédiatrie de maternité. Ça se diffère avec la pédiatrie simple. En fait, dans la formation, quand on fait la spécialisation, ici au Congo, on forme comme pédiatre. D'une manière générale, vous êtes pédiatre, mais il y a des gens qui vont prendre des options particuliers, il y en a qui vont faire la cardiologie, il y en a qui vont faire la pneumo, et donc il y a aussi ceux qui font la pédiatrie de maternité. En fait, la pédiatrie de maternité, c'est une discipline qu'on peut qualifier des nouvelles, qui est de plus en plus développée à l'étranger, en fait, qui fait la différence avec la néonatologie stricte, qui est connue de tout le monde, la néonatologie. En fait, la néonatologie, c'est la branche de la pédiatrie qui va s'occuper des nouveau-nés. Et quand on dit nouveau-nés, c'est de 0 à 28 jours. C'est ça les nouveau-nés. Alors, quand on parle de la néonatologie, au sens strict, vous voyez qu'on s'occupe que du nouveau-né, de l'enfant quand il est né. On commence à s'occuper de cet enfant-là. C'est ainsi qu'on a fait ce qu'on a appelé, il y en a qui ont appelé la périnatologie, mais actuellement on parle de la pédiatrie des maternité. Donc ce sont des pédiatres qui sont, quand vous allez en Europe actuellement, en France particulièrement, les services qu'on a appelés ici des néonatologies sont actuellement rattachés au fait au service aux maternités, ce qu'ils appellent des maternités. Donc c'est un pédiatre qui ne va pas entrer en scène seulement quand le bébé est né, mais c'est un pédiatre qui intervient déjà avant même la naissance. Donc c'est ce qu'en fait, c'est ce qui fait la particularité en fait de ce qu'on fait ici à la clinique Diamant. On n'attend pas que les pédiatres commencent à s'occuper du bébé quand le bébé est né, mais les pédiatres commencent à s'occuper du bébé avant même la naissance. Donc quand on va s'occuper du bébé avant la naissance, c'est-à-dire on s'occupe du bébé via la maman et via les concertations qu'on a régulièrement avec l'obstétricien, en fait, c'est lui-là qui suit la grossesse. Merci vraiment pour cette explication très claire et nette. Alors ça suscite un peu ma curiosité.
parce que nous voulons réellement parler, parce que dernièrement j'ai suivi la publication de l'UNICEF sur le taux de mortalité infantile. Alors déjà, essayez un peu de nous parler, qu'est-ce qui fait qu'il y ait beaucoup de mortalité infantile, ou encore donc de morts nés, de bébés bon, des morts nés. Hein? Qu'est-ce qui justifie les taux élevés de la mortalité infantile? En fait, là, c'est ça. Hein. Il y a eu ce qu'on avait, ce que l'OMS et les Nations Unies avaient défini les années qui viennent de passer comme étant les objectifs du millénaire pour le développement, qui devaient être atteints à l'échéance 2015. Et ces objectifs-là n'ont pas été atteints. Et parmi les pays qui ont fait que cet objectif-là, de réduire, parmi les objectifs, il y avait le 4e objectif qui portait sur la réduction de la mortalité des enfants, surtout chez les moins de 5 ans. Et parmi les pays qui ont fait que cet objectif ne soit pas atteint, il y a notre pays, la République démocratique du Congo. Et quand on voit dans les statistiques, avec la vaccination, avec les consultations préscolaires, il y a eu des avancées pour la prise en charge des enfants au-delà de la période néonatale, c'est-à-dire au-delà de 1 mois. Mais parmi les éléments qui ont fait que nous ne puissions pas atteindre cet objectif-là, c'est la mortalité chez les moins d'1 mois, c'est-à-dire chez les nouveau-nés. Et c'est dans ces lots-là qu'on a eu à recruter beaucoup de cas de décès qui ont fait qu'au finish, qu'on ne puisse pas atteindre l'amélioration du pronostic vital des enfants de moins de 5 ans en général. D'où la nécessité de s'occuper particulièrement de ces enfants-là qui vont naître. Leur prise en charge, comme je vous ai dit, doit commencer en amont pour parce que les pathologies qui sont les plus incriminées dans les décès des nouveau-nés sont principalement les asphyxies qu'on appelle les souffrances. Un bébé qui va naître, qui ne va pas crier à la naissance et puis qui pourra mourir dans les heures qui vont suivre ou dans les jours qui vont suivre. Il y a les infections. Donc, et les infections chez les nouveau-nés sont généralement ce qu'on appelle des infections materno-transmises. Donc ce sont des infections qui vont partir de la mère et c'est la mère qui va transmettre l'infection à son bébé. Et la 3e cause de mortalité importante chez les tout-petits, c'est la prématurité. Donc tout cela nécessite ou demande à ce que la prise en charge se fasse correctement avant la naissance, c'est-à-dire que l'obstétricien s'occupe très bien de la maman, en concertation avec nous, quand on estime que la grossesse ne pourra pas arriver à terme, et cela va aider pour qu'on puisse instaurer les mesures de prise en charge plus tôt et qu'on s'occupe correctement de cet enfant-là. Alors, docteur, dites-nous, ça c'est la partie très intéressante que même les mamans doivent comprendre. Alors, essayez dès les débuts. La femme qui tombe, donc qui est enceinte dès la première semaine, comment elle peut se prendre en charge ou comment prendre en charge de ces fœtus-là? Et c'est un peu de... En fait, ça c'est un volet qui est plus géré par les gynécologues obstétriciens, comme vous le savez, mais ce qui est recommandé, parce que la grossesse, on va la constater par les retards des règles. Une femme qui n'a pas vu ses règles doit voir un obstétricien, un gynécologue obstétricien, pour qu'on lui dise si cette absence de règles-là veut dire grossesse ou cette absence de règles peut être une autre pathologie. Alors, il ne faut pas faire comme certains de nos mamans ici font, ils disent allez voir l'obstétricien pour un retard des règles de 1 mois, de 2 mois ou d'une semaine. Ça, c'est pour les tout jeunes qui viennent de naître. Nous, on ira seulement à la fin. Non. Déjà au début, il faut voir le gynécologue, l'obstétricien. C'est lui qui va suivre la grossesse, qui va d'abord dire c'est une grossesse ou pas, c'est une grossesse à risque ou pas, c'est une grossesse qui pourra évoluer facilement ou pas. Et quand on parle de ces risques-là, il y a les risques et du côté de la mère et du côté des bébés. Et c'est très important qu'une femme puisse suivre ses consultations prénatales pour son intérêt à elle, mais aussi pour l'intérêt du bébé qui va naître. Parce qu'actuellement, les obstétriciens disent une femme
ne doit pas mourir en voulant donner la vie. Donc une femme qui attend famille ou qui est grosse doit être bien gérée, bien suivie pour éviter des mortalités maternelles, mais aussi des mortalités chez les nouveau-nés. Alors c'est quand la grossesse va évoluer que les gynécologues vont nous intéresser pour nous faire les rapports sur la grossesse et sur la gestion des dernières heures ou des derniers jours de cette grossesse. En fait, c'est cet aspect-là qui fait la différence entre la manière de gérer la grossesse et les bébés qui vont naître au centre médical Diamant et dans d'autres centres. Il y a des autres centres qui ont bien sûr les unités de néonatologie qui attendent pour agir en aval, c'est-à-dire après la naissance. Par contre, chez nous, nous commençons déjà à nous concerter avec l'obstétricien pendant la grossesse et ensemble nous discutons de l'évolution de la grossesse. On sait à quel type de nouveau-né on s'attend, quels sont les risques ou les dangers qui courent ces nouveau-nés-là et quels sont les moyens que nous devons disponibiliser pour pouvoir pallier aux problèmes que peut poser les nouveau-nés. Est-ce que ça peut aussi arriver qu'une femme qui a suivi des consultations prénatales ailleurs et arrivée vers le 7e mois par exemple, elle vient pour que le centre Diamant, par canal de son service néonatologie, est-ce que vous pouvez aussi prendre en charge cette catégorie de femmes? Oui, ça arrive, hein, mais nous conseillons aux femmes de suivre toutes les consultations ici, mais nous avons des cas de femmes qui ont suivi des consultations ailleurs et qui viennent poursuivre leurs consultations ici. Ça, ce sont les gynécologues qui s'en occupent et qui vont faire un effort pour réaliser les bilans pour pouvoir rattraper les analyses qui n'ont pas été faites antérieurement, de manière à ce qu'on puisse récupérer. Il est vrai que si on devait faire une échographie au premier trimestre, on ne l'a pas fait. Quand on va la faire à la fin de la grossesse, il est possible que certains éléments puissent échapper, mais on fait un effort pour pouvoir rattraper l'essentiel de ce qui peut être rattrapé pour pouvoir bien assurer le pronostic vital du bébé. Vous m'avez déjà répondu, mais je ne pense pas. Quelle est la particularité? Nous voulons savoir la particularité de ce service qui se différencie des autres services, des autres hôpitaux. Oui, en fait, c'est ce que je vous ai dit. Est-ce que c'est seulement le matériel? C'est ce que je dis. La particularité, ce n'est pas d'abord les matériels. Il est vrai que les matériels vont nous aider, mais il y a d'abord l'homme et l'organisation. C'est ce qu'il y a. Parce que vous pouvez avoir les plus grands équipements du monde, mais si vous n'avez pas les personnels qualifiés, ça va poser problème. Et si vous n'avez pas une politique ou une organisation adaptée pour bien gérer ces matériels-là, ça risque de ne pas donner des bons résultats. Donc, chez Diamant, il y a d'abord l'homme, il y a les systèmes et il y a l'équipement. C'est tous ces éléments-là mis ensemble qui nous permettent en fait d'avoir de bons résultats. Vraiment, docteur, c'est un problème vraiment qui ronge beaucoup de femmes. Dans notre pays, nous avons un constat qu'il n'y a pas assez de centres appropriés, des centres qui peuvent accompagner les femmes tout au long de leur grossesse. Alors, il y a aussi un problème qui se passe, les problèmes aussi quand on parle déjà de la qualité de soins médicaux que le centre Diamant offre à ses clients. Donc c'est comme si il y a une catégorie qui viennent ici et peut-être des femmes qui sont un peu, je ne dirais pas trop démunies, mais qui n'ont pas assez de moyens, qui voient par exemple la qualité ou encore le matériel, tout. Elles ont peut-être bien cette volonté de venir, mais du moins elles ont peut-être peur. Donc le prix. Alors comment ça se passe ici? Comment la maternité d'ici est organisée? Est-ce qu'elle est offerte pour toutes les femmes congolaises? Bien, il y a une catégorie bien précise.
Bon, je ne veux pas trop entrer dans ce qui est finance, ce qui est administration. Moi, je suis du côté médical. Voilà. Le centre, il est ouvert à tout le monde. Et le centre assure les soins. Je pense qu'il y a ce qu'on dit, la santé n'a pas de prix. Quand on veut bénéficier des soins de qualité, on met la main dans la poche. Alors, j'aimerais plutôt recommander à tous ceux-là qui peut-être se font des barrières, ainsi de suite, de venir voir, visiter. Le centre est ouvert, on va leur fournir toutes ces informations. Ils vont, du côté administratif, va leur fournir toutes ces informations-là. Et nous sommes là pour gérer l'aspect médical. Alors, il y a aussi une question qui me vient à l'esprit comme ça, et essayez un peu de nous dire, est-ce que, parce que quand je parlais avec M. Yann, il nous a dit, il y a un bébé, hein, si je peux dire ça, de 28 semaines. Elle a réussi à survivre. Alors, essayez un peu de nous parler. Une femme qui vient avec une menace d'avortement, par exemple, elle est dans, je ne maîtrise pas trop vos semaines, elle est par exemple dans le 6e semaine, disons 6 mois, parce que c'est entre 6 mois et 8 mois, souvent on dit, quand vous donnez vie à ces genres d'enfants, ce sont les enfants qui les enfants qui ont moins de chances de survivre. Alors comment ici vous prenez la charge de ces enfants fœtus, je ne sais pas. Bon, en fait, c'est ce que je vous ai dit déjà au départ. Hein. C'est déjà une concertation. Je me rappelle par exemple pour les cas dont vous parlez, c'est une dame qui est venue, qui attendait famille. Déjà, c'était une grossesse que les obstétriciens qualifient des grossesses précieuses. Alors, elle est venue, je pense qu'elle était venue pour un paludisme, pour une malaria, qui a été traitée, mais bon, l'évolution s'est faite de manière à ce que le travail d'accouchement se déclenche et que les bébés, qu'on ne décide plus, en fait, d'arrêter le travail. Pourquoi? Parce que déjà quand elle arrive, on sait qu'à cet âge-là, elle faisait sa malaria, elle devait être soignée, les traitements étaient mis en train pour être traités. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous concertons déjà avec les obstétriciens. Donc comme on dit, prévenir, c'est guérir. Donc nous savons que quand il y a la malaria, il y a des possibilités que l'on puisse guérir la malaria sans pouvoir entraîner une naissance prématurée, mais il y a également l'autre possibilité que la grossesse puisse s'arrêter plus tôt. Donc déjà dans ces cas-là, il y a des traitements qu'on donne pour traiter la malaria, mais qu'on donne aussi pour, en fait, accélérer la maturation de certains organes de l'enfant. Parce qu'à cet âge-là, les bébés pourra poser plus de problèmes en rapport avec la respiration, parce que ses poumons ne sont pas encore assez matures. Donc, on fait la prescription, on donne des produits pour ça. Alors, on s'est dit, on donne déjà une chance à la maman, plutôt au bébé. Et on peut faire une prophylaxie aussi d'antibiotiques si cela est nécessaire, parce qu'on sait que les éléments les plus importants qui pourront emporter les bébés à cet âge-là, c'est ces problèmes d'immaturité des poumons, mais également des problèmes en rapport avec les infections. Alors tout cela a été fait, et quand les obstétriciens nous ont dit que la grossesse ne pouvait plus être gérée, on ne pouvait plus ajouter des jours à cette grossesse-là, on dit bon, ça va, on laisse sortir les bébés et nous allons gérer les bébés. Et c'est ce qui s'est passé avec notre équipe infirmière, avec toute l'équipe. Nous avons pris ces bébés-là des 28 semaines qui pesaient à peine 1100 grammes et nous l'avons élevé, nous l'avons géré. Parfois c'est difficile avec nos mamans. Nous leur disons, en Europe c'est comme ça que ça se passe, les bébés seront gardés dans notre service de néonatologie.
la maman n'est pas obligée de rester avec les bébés tout le temps. Parce que c'est un bébé que nous avons géré pendant plus d'1 mois. Parce qu'il fallait attendre qu'il puisse avoir le poids normal, idéal. On s'était fixé, on s'est dit qu'on les gère quand même jusqu'à 2000 grammes, c'est-à-dire à 2 kilos. Et pendant ce temps-là, la maman, il est vrai que la maman va quand même souffrir. C'est une grossesse désirée, c'est une grossesse précieuse. Mais nous mettons la femme en confiance pour lui dire laissez les bébés, parce que ça ne sert à rien que vous partez avec dans cet état. Déjà, c'est un problème. Laissez-les, nous allons les lever, nous allons les gérer jusqu'à ce qu'on s'assure qu'il est stable. On va vous les rendre. Et la maman était obligée de partir. Elle venait tous les jours. Elle laissait du lait pour son bébé. Elle pouvait entrer dans la salle. Elle pouvait prendre son bébé sur elle. Elle pouvait, quand les bébés pouvaient déjà téter, la maman avait le droit de mettre le bébé au sein. Et puis après, elle s'est habituée avec l'équipe et avec les systèmes. Elle partait à la maison, elle revenait tous les jours. Elle m'a même raconté une histoire pour dire, quand elle est rentrée à la maison, les gens, c'est pas de la parcelle ou de la famille, ils disaient, mais moi, monsieur, a où tu fait la bébé, mais abimaraka la micolonion. Parce qu'en fait, pour les gens, ils savaient que sa grossesse n'était pas à terme. Ils savaient qu'à cet âge-là, peut-être que les bébés n'allaient pas survivre. Alors, ils ont constaté que la dame qui était sortie de la maison grosse est retournée bredouille sans son bébé. Mais chaque jour, chaque matin, elle sortait de chez elle sans trop savoir si elle allait où. Elle a récupéré son bébé. C'est après, je pense, on a fait 5 semaines à peu près avec les bébés. Jusqu'au jour où on a finalement décidé de libérer les bébés. C'était une grande joie. Et pour les bébés, et pour les 2 parents, et pour nous. Il y a quand même le suivi après. Oui. Ce sont des enfants et nous nous organisons, on s'arrange pour pouvoir désigner une infirmière qui pourra parfois passer à la maison, poser des questions, voir l'environnement dans lequel se trouve l'enfant. Parce que tout ce qu'on a abattu comme travail depuis le début, on ne va pas accepter à ce qu'en allant à la maison, qu'on puisse perdre tout ce qu'on a eu à gagner chez l'enfant. Donc, il y a une infirmière qui passe régulièrement voir et nous donnons des rendez-vous rapprochés aux parents qui viennent régulièrement pour qu'on puisse évaluer l'enfant. Nous arrangeons, nous donnons les coordonnées, il y a les numéros de téléphone, tout est là. S'il y a un souci, n'hésitez pas, appelez-nous, on va donner conseil, on va orienter. Si ça nécessite que l'enfant revienne à l'hôpital pour une évaluation, il va venir. Et c'est comme ça que le bébé a évolué. Vraiment, c'est très merveilleux d'entendre ça. Alors, je suis aussi une femme. Alors, pendant la grossesse, quelle est l'étape le plus risquée de la grossesse que les femmes doivent comprendre ça et le maîtriser? Moi, je dirais que c'est toute la grossesse. Et parfois, je fais des blagues pour dire à nos amis avec une femme, je pense que quand on va verser la dot pour une femme, sur cette dot-là, on doit quand même ajouter la prime de risque à la femme. Parce que il y a des maris ou des hommes qui ne se rendent pas compte du risque que court la femme en portant sa grossesse et surtout au moment de l'accouchement. La grossesse en elle-même n'est pas facile à gérer, c'est un risque. Il y a des femmes qui peuvent rester malades du début de la grossesse jusqu'à la fin de la grossesse. Une maladie qui n'avait jamais existé avant, mais une maladie qui est au fait l'effet de la grossesse qu'ils portent. Donc la grossesse, c'est quand même une étape délicate qui constitue au fait une situation de risque permanente et qui doit être suivie. Je vais vous prendre par exemple le cas d'une maladie qu'on peut parfois considérer comme une maladie banale, bénigne. La malaria par exemple. La même malaria, vous la faites en dehors de la grossesse, on va vous soigner, on va vous considérer différemment si vous faites cette malaria-là pendant une malaria.
chez une femme enceinte est d'emblée considérée comme étant une malaria grave. Donc, toute pathologie qui va survenir pendant la grossesse doit être considérée comme étant grave parce qu'elle a des effets et sur la mère et sur les fœtus. Les traitements ne vont pas se faire. Les médicaments chez la femme enceinte, on ne les prescrit pas en fermant les yeux. Parce qu'on doit savoir ce que cela va avoir comme problème chez la mère, mais également ce que cela peut avoir comme conséquence chez les fœtus. C'est ainsi qu'ici, nous avons généralement, il y a des femmes que nous suivons, une femme enceinte, mais chez qui on fait intervenir au même moment les cardiologues, au même moment les réanimateurs, au même moment les pédiatres, au même moment les gynéco-obstétriciens, parce que nous ne voulons pas, ça ne fait pas peur, mais ça doit plutôt rassurer. Ça doit plutôt rassurer, parce qu'en fait, nous savons que tous, dans nos domaines, nous avons des limites. On ne peut pas se prétendre tout connaître et tout faire correctement. Quand on veut faire tout seul, on va faire, mais on ne va pas faire correctement. Mais quand on fait passer les problèmes au staff, nous disons les staffs, nous discutons, les cardiologues donnent son avis sur la pathologie chez la mère, l'obstétricien donne son avis sur la pathologie, moi qui suis là pour la pédiatrie, pour la néonatologie, pour les fœtus, je donne mon avis sur les fœtus par rapport à la situation. Ensemble, on arrive à trouver un compromis ou une conclusion. On s'est dit, bon, on va opter pour telle voie, tel avis ou tel avis. Au lieu de rester, une femme qui est suivie, c'est un gynéco-obstétricien qui les suit seul du début à la fin. Même quand il y a des problèmes, on ne fait pas intervenir d'autres disciplines. C'est là où on met en fait en danger la vie et de la femme et du bébé. Donc la particularité ici, on n'aime pas faire des choses en vase clos. Vous évoluez vous-même dans votre... Non. Il faut toujours faire intervenir les autres disciplines qui peuvent avoir un avis à donner là-dessus. Alors dites-nous, docteur, est-ce que le mari aussi, là, qui est un peu en dehors du centre Diamant, à la maison, est-ce que le mari, l'environnement peut aussi jouer un rôle très important dans l'évolution de la grossesse? Oui, très, très, très important. Les gens vont dire que ce sont des choses qu'on voit dans des films, ce sont des choses qui se font à la main. Oui. Il y a des études qui ont démontré que les climats social ou psychologiques dans lesquels évolue une femme en grossesse, une femme enceinte, a un impact sur le développement de son bébé. Si la femme va évoluer dans un milieu conflictuel, où il n'est pas en harmonie avec son mari, où on a l'implication de la belle famille, tout ça a des conséquences sur la psychologie de la mère. Et comme nous le savons, quand on a des problèmes sur le plan psychologique, dans l'organisme, on a des hormones, on a beaucoup de cascades de réactions qui peuvent se dérouler dans l'organisme et avoir un impact négatif sur la grossesse et sur les fœtus. Ça peut être une cause d'une interruption rapide de la grossesse, un avortement ou une fausse couche. Ça peut être une conséquence, vous avez un bébé qui va naître et qui commence à vous poser des problèmes même après la naissance, ou parce qu'il est né tôt alors qu'il ne devait pas naître à ce moment-là, ou parce que carrément il y a eu un climat conflictuel dans l'environnement de la maman pendant la grossesse. Est-ce que, c'est une curiosité, hein, est-ce que le service pédiatrie maternité de Centre Diamant, vous avez déjà pensé aussi une fois, pourquoi pas, essayer aussi quand la maman vient en consultation prénatale accompagnée de son mari, est-ce que vous essayez aussi d'octroyer un peu ce genre de conseils au mari? Oui, on a une infirmière qui s'occupe de la gestion des femmes enceintes, avec les orientations, avec ce que les maris doivent faire à la maison, comment est-ce qu'elle doit gérer sa femme, comment les choses doivent se passer. Et ici, on explique
aux femmes, aux deux parents, aux deux futurs parents. Il y a des cas, des maris qui demandent, qui acceptent d'assister à l'accouchement. Et vous autorisez aussi? Oui, nous autorisons. Non, nous autorisons. Il y a peut-être, on peut avoir des contre-indications, mais c'est vraiment limité. Généralement, ici, un mari peut assister à l'accouchement de son épouse. C'est-à-dire, il est là, ça aide. Parce que si une femme en travail, si psychologiquement, elle n'est pas au point, ça peut en fait couper même les contractions. Soit faire exagérer les contractions. Donc, ça, son mari est là. Comment vous gérez ça? Bon, on arrive à les faire, hein. On arrive à les faire, on conscientise la femme, les caprices, il faut parfois faire avec. Mais quand ça nous aide, l'expérience nous a montré que généralement ce sont des accouchements qui se déroulent sans trop de problèmes. Il y a même des parents qui s'amusent ou qui demandent parfois à couper eux-mêmes les cordons ombilicales lors de la grossesse. Moi, je pense que ce n'est pas vraiment que les femmes seront capricieuses, mais je pense que ça motive la femme. Hein? Oui, elle sent qu'elle n'est pas seule. Elle a été accompagnée par son mari durant toute la période de la grossesse et jusqu'au moment de l'accouchement. Ça a plutôt un impact positif. Je crois aussi qu'ici vous enregistrez quand même des cas aussi difficiles. Il n'y a pas que de roses ici. Est-ce qu'il y a aussi des cas quand même qui arrivent difficilement et vous essayez de décompter la situation? Les cas difficiles ne manquent pas. Hein. Vous savez, plus les centres grandissent. Parce que le centre médical Diamant n'a à peine que 4 ans. Mais qui s'est fait parler déjà. C'est ça. En fait, comme les centres... C'est ça que je dis. Quand les centres grandissent, quand vous venez ici, vous avez un bon témoignage. Vous allez rapporter les témoignages. Et d'autres personnes vont venir. Donc, de plus en plus, vous avez des cas difficiles. Si vous avez commencé avec des cas simples, de plus en plus, vous avez des cas difficiles parce que quelqu'un va dire, ces cas ici, je pense que là-bas, on va trouver une solution pour moi. Et de plus en plus, ce sont des cas un peu complexes, un peu compliqués que nous recevons. Mais comme nous avons une équipe qui est entraînée, qui est préparée, et nous n'attendons pas que les événements nous surprennent, nous préférons toujours agir en amont et c'est plus bénéfique. Même si vous constatez qu'en Europe, dans les pays occidentaux, on a pu réduire les taux de mortalité maternelle, les taux de mortalité néonatale, ce n'est pas par des coups de baguette magique, c'est parce qu'ils agissent principalement en amont. Il y a certains cas où vous avez un enfant qui a été très mal géré au départ, qui a trop souffert, qui a fait une infection sévère. Moi, je dis toujours à mes collaborateurs, un enfant comme celui-là, même si vous l'amenez dans les milieux les plus équipés en Europe, comme l'infection a assez évolué, la souffrance était assez sévère, vous n'allez pas sauver ce genre de bébés. D'où la nécessité de toujours agir en amont. La grossesse, on la prépare. L'accouchement est aussi préparé. De la même manière, vous dites, mon enfant va sortir avec une chemisette rose ou bleue, selon qu'il est fille ou garçon. De la même manière, il faut commencer à préparer l'avenir de l'enfant, l'avenir de la grossesse, surveiller et pour qu'au finish, qu'on ait un bébé de bonne qualité. Vraiment, je crois que c'est la toute dernière question pour chuter. Et dites-nous, après la naissance, parlez-nous maintenant de après la naissance. Quelles sont les étapes que vous conseillez aux mamans, peut-être jusqu'à 1-2 mois, concernant l'enfant proprement dit? Comment ça se passe ici? Concernant l'enfant, au moment de la sortie de la maternité, nous donnons des orientations aux mères. Nous leur donnons parfois des notes sur les petits problèmes que peut poser les bébés à la sortie. Et quand je sors les bébés de l'hôpital, je préfère les revoir déjà une semaine après, surtout quand c'est une jeune maman, pour qu'elle vous explique en fait
qu'est-ce qu'elle a comme problème, qu'est-ce qu'elle a comme difficulté, est-ce que les bébés têtent bien ou pas, les bébés pleurent beaucoup ou pas, il émet correctement les selles, les urines, ainsi de suite. Et par la suite, nous surveillons les bébés. Il y a des paramètres qui sont universellement reconnus, des surveillances qui entrent plus dans les cadres de ce qu'on appelle le développement psychomoteur du bébé. Il faut voir comment les bébés se développent, non pas seulement sur le plan physique ou moteur, mais également sur le plan psychologique. Il y a des éléments de surveillance. Il y a des mamans qui peuvent constater certains éléments et qui pensent qu'un bébé de 2-3 jours déjà peut sourire. Les bébés sourient. Ma maman a ces caca où les bébés sourient. Oui, ils pensent peut-être que c'est quelque chose de banal, mais ces sourires involontaires-là nous permet de nous faire une idée sur l'état du bébé. La circonférence de la tête, c'est un paramètre important qu'on doit surveiller, les périmètres crâniens, pour voir si le cerveau de l'enfant est en train de bien se développer ou pas. Pour voir est-ce qu'il n'y a pas... la tête ne prend pas trop de volume, ou soit que la tête n'évolue pas correctement. La taille de l'enfant doit être surveillée. Le poids, l'évolution du poids. Seulement avec le poids, on peut arriver à déceler certains problèmes. Quand vous avez une cassure de la courbe, il faut s'interroger, est-ce que c'est une alimentation qui est correcte ou pas? Il faut se poser la question, est-ce que la production du lait de la maman est suffisante? Est-ce que l'alimentation de la mère elle-même est suffisante? En dehors de ces histoires-là, il y a certaines pathologies. Ça peut vous mettre la puce à l'oreille pour vous dire, ici, on peut avoir un problème du côté urinaire, une malformation des voies urinaires, seulement avec le poids de l'enfant. Ça peut être un élément qui vous révèle une malformation cardiaque du bébé. Donc tous ces éléments-là, qui sont apparemment simples, qu'on peut surveiller avec des moyens simples, 1 mètre à ruban, pèse bébé ou balance, ça vous suffit pour voir le volume de la tête de l'enfant, la taille de l'enfant, le poids de l'enfant. Mais généralement, c'est ainsi que comme on ne suit pas correctement ces éléments, généralement dans plusieurs centres, quand les mamans vont, ils disent quoi? Toquer kilo à moine, toquer pesé à moine. Comme on les a mal habitués dans la pratique ici, les mamans pourraient, dans la tête, ils se disent, quand ils vont avec les enfants, ce qu'on appelle la consultation préscolaire, ou quand ils vont à la vaccination, avec un toquer kilo à moine. Parce que tout ce qu'on fait pour eux, c'est peser l'enfant, et on m'en a pesé autant. Or, à côté du poids, il y a les périmètres crâniens qu'il faut suivre, il y a la taille qu'il faut suivre, qui sont des éléments très importants qui vous donnent une idée sur la croissance de l'enfant. La croissance, ce n'est pas seulement la croissance pondérale ou le poids, mais il y a tous ces éléments qui entrent en compte. En tout cas, merci beaucoup. On a bénéficié, moi je bénéficie beaucoup, je pense aussi que nos téléspectateurs vont bénéficier de cette sagesse. Un dernier mot pour clore. Un dernier mot. Vraiment un très bon conseil pour les futures mamans et le maman. Un très bon conseil pour les futures mamans, les mamans, mais aussi pour les pays et l'État. Je pense que, comme on dit, l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Et la jeunesse, ce n'est pas seulement quand l'enfant devient adolescent ou quand il devient... La jeunesse doit se préparer déjà dès la naissance. C'est la qualité des nouveau-nés ou des bébés que les pays produisent qui va en fait déterminer l'avenir du pays. Si on a un bébé qui naît d'une grossesse qui a évolué dans un milieu conflictuel, là j'interpelle les parents, c'est un bébé qui peut avoir des problèmes, des comportements, des relations sociales, et une telle personne devenue ministre ou directeur ou je ne sais pas à tous les gestionnaires du pays, peut avoir des problèmes, des conflits, des relations avec ses collaborateurs, et ça peut entraver la bonne marche d'une entreprise. Un bébé qui est né et qui n'a pas crié directement à la naissance, qui n'a pas été bien pris en charge, les premiers organes qui va souffrir, c'est le cerveau. Et les séquelles que peut laisser cette souffrance peut avoir des répercussions dans sa croissance. C'est un enfant qui peut devenir Koulouna
demain ou le lendemain, seulement parce que la gestion de la maternité ou de l'accouchement n'a pas été bien faite. Donc, il y a beaucoup de situations, c'est pourquoi je dis, nous devons nous comporter de manière à produire des individus de bonne qualité, et l'usine de fabrication commence déjà par la mère qui va porter la grossesse, par un accouchement de bonne qualité dans des milliers de bonne qualité, et ensuite viendra le reste, scolariser l'enfant, ainsi de suite. Parce que si c'est un enfant qui vous avait fait une méningite du fait d'une infection, parce que sa maman avait fait une infection pendant la grossesse, le bébé a attrapé l'infection, il a fait une méningite, on traite, les séquelles peuvent rester, et c'est un enfant qui peut avoir un mauvais rendement scolaire, c'est un enfant qui peut avoir des mauvaises relations sociales dans la communauté, et c'est un adulte à problème que nous avons déjà fabriqué. Donc d'où les bons conseils, la grossesse doit être programmée, ou doit être préparée, doit être voulue, et doit être bien gérée, et l'accouchement ou la naissance également doit se faire dans de bonnes conditions pour pouvoir fournir au pays des personnes, des sujets ou des futurs cadres bien faits. Merci, Dr Kadima. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci. Voilà, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci, je pense que vous avez bénéficié pas mal des connaissances, la prise en charge de la femme enceinte, son environnement et pourquoi pas l'assistance parentale dès la conception jusqu'à la naissance. Je vous fixe un autre rendez-vous pour un nouveau numéro la semaine prochaine, Inch'Allah.